Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, 5 mois après le début d'une crise sans précédent, l'Assemblée nationale se réunit pour débattre sans voter. Alors que l'urgence n'est plus de débattre, je pense que tout le monde peut en convenir, mais l'urgence est de prendre des décisions. Ce débat, voulu en réalité par le Président de la République, est une curiosité, une sorte d'ovni politique, d'autant moins identifié qu'il intervient moins de 2 ans après l'élection présidentielle, qui est le moment dans la vie politique française où les Français fixent le cap. Finalement, le moment que nous vivons dans ce débat ne démontre-t-il pas que le Président de la République a eu raison de théoriser les conditions de son élection? Une effraction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. La vérité, c'est même que sa politique d'aujourd'hui est le fruit d'une double effraction. Son élection et celle de sa majorité parlementaire, dont on mesure chaque mois qui passe davantage la faiblesse, il suffit de le voir, regardez vos rangs aujourd'hui, son incapacité à prendre le pouls du pays, en un mot, une forme de déconnexion. L'histoire retiendra qu'un jeune président a été élu en 2017, plus jeune que le président Giscard d'Estaing, plus jeune que tous les autres, qui n'auraient été finalement que les représentants éteints, éreintés ou fatigués d'un ancien monde. Le nouveau monde arrivait donc avec ses certitudes, avec sa suffisance, avec une arrogance qu'il aura fallu, je le concède, un peu de temps aux Français pour découvrir. Des Français avaient voulu y croire, pour la France, pour eux-mêmes aussi, avec l'espoir que la promesse allait advenir. Je ne dois pas vous cacher que nous ne sommes pas déçus parce que nous n'y avons jamais cru. Jamais cru parce que le « en même temps » résonne comme une forme d'embrouillamini, un attrape-tout et en définitive un véritable immobilisme. Il fallait de la constance, des convictions et une colonne vertébrale pour résister à l'unanimisme auquel les commentateurs nous incitaient dans les premiers temps. Macron allait non pas réformer, mais transformer la France. Transformer la France. Et pas seulement la France, c'est l'Europe elle-même qu'il allait rebâtir. À grand renfort de discours, notamment celui de la Sorbonne, il nous le promettait, avec le recul. Il est permis d'en sourire. Et nous aurions dû d'ailleurs être enseignés par l'accueil extrêmement froid que ces propositions ont reçu partout en Europe. Mais à ce moment, il fallait circuler, s'incliner, raser les murs devant les promesses du nouveau prince d'Europe. Aujourd'hui, on a compris qu'il ne sauverait pas l'Europe, ni même la France. La question, au moment où l'on parle, est de savoir s'il parviendra à se sauver lui-même. Celui qui aspirait à transformer le pays a réussi l'impensable, mettre le pays dans un état pré-insurrectionnel. Voilà la réalité. 18 mois après son élection, M. Macron a perdu la confiance et, plus grave, il a perdu le respect des Français. C'est un des enseignements de la crise qui a éclaté en novembre dernier. On ne s'est pas suffisamment arrêté au projet macroniste de transformation. On a sous-estimé la charge symbolique extrêmement violente de cette idée de transformation. Car dans transformer, il y a l'idée de modifier la forme, de chambouler, de déformer. Nos concitoyens, et c'est aussi ce que la crise des Gilets jaunes nous enseigne, n'aspirent pas à tout déformer pour le plaisir de déformer. Ils aspirent, d'autant moins qu'ils ne comprennent pas le sens de cette transformation et qu'ils ne voient pas où le Président de la République veut les amener avec ce projet de société. Ajoutez-y les excès verbaux du Président de la République, qui a rarement su trouver les mots pour montrer aux Français qu'il les respecte, et vous comprendrez ainsi le rejet qu'il suscite. La grande majorité de nos concitoyens ont été blessés par des attaques à répétition. Je n'y reviendrai pas, car au fond, je suis sûr, Monsieur le Premier ministre, que vous êtes d'accord avec nous. Je suis sûr que vous condamnez avec nous les fautes incompréhensibles du Président de la République. Une pose photographique avec un délinquant torse nu aux Antilles, une pose photo à l'Élysée avec un groupe de musique en Barésille. Nous ne pensions pas, en toute franchise, que nous allions tomber si bas et que la présidence de la République allait tomber si bas. Les Français ont également tous bien compris
qu'un proche collaborateur de M. Macron a bénéficié de cette proximité pour s'arroger des droits exorbitants dans l'organisation de la sécurité de la présidence. Et peut-être davantage, si l'on en croit les liens de M. Benalla qu'il a pu avoir avec certains oligarques russes, il est permis de croire qu'effectivement il y avait davantage. Au regard de la gravité de cette affaire, nous avons tous été abasourdis, Monsieur le Premier ministre, par vos attaques contre le Sénat. Contre le Sénat qui n'a eu qu'un tort, transmettre à la justice les dossiers de proches du président qui se sont rendus coupables de parjure pour protéger ce fameux M. Benalla. C'est l'honneur d'une assemblée parlementaire, dans une grande démocratie comme la France, de jouer son rôle institutionnel de contrôle de l'exécutif. L'Assemblée nationale se serait grandie à remplir cette mission, au lieu d'apparaître comme une assemblée inféodée, caporalisée à un pouvoir qui a manifestement fauté, Monsieur le Premier ministre. Cela aurait été votre honneur de jouer pleinement votre rôle institutionnel de chef du gouvernement. Vous n'êtes pas un collaborateur du président de la République, ou encore moins un collaborateur d'un collaborateur. Vous avez une responsabilité, celle de défendre le Sénat lorsqu'il exerce sa mission avec rigueur. Celle aussi, par exemple, de condamner la présidence de la République lorsqu'elle se livre à de sombres montages et trucages d'images. Ces comportements délétères, vous interrogerez votre porte-parole, ces comportements délétères pèsent très lourd dans la défiance qui frappe M. Macron. On nous a survendu un nouveau monde qui est en fait bien pire que l'ancien, car il est blessant, hautain et condescendant. Ce pouvoir paie également très durement sa verticalité, sans aucune fondation solide. Il paie sa volonté d'exclure tous les corps intermédiaires et d'exclure les élus. Il y a urgence à écouter les élus de France, les élus nationaux d'abord, les parlementaires, qui sont devenus, avec cette présidence, des élus de seconde zone. Ils seraient trop nombreux, trop payés, incompétents. Pour toutes celles et tous ceux qui aiment l'Assemblée nationale, qui pensent qu'elle joue un rôle majeur dans l'équilibre des pouvoirs, qui pensent que l'antiparlementarisme est un fléau et que le président de la République devrait être à nos côtés pour défendre cette institution, mes chers collègues, pour tout cela, il est temps de relever la tête. À ce stade, mais je vous invite à relever la tête sur ce sujet. À ce stade, permettez-moi de vous dire solennellement que si vous décidiez que la sortie d'un grand débat passe par une réforme de mode de scrutin, vous prendriez un risque insensé. Le risque de faire changer de régime, et tout cela affaiblirait notre Ve République, Monsieur le Premier ministre. La proportionnelle, ce n'est pas ce dont la France a besoin. Elle a besoin de députés enracinés, réellement au contact des citoyens, dans des circonscriptions à taille humaine. Les élus locaux ont été aussi les cibles faciles au début du quinquennat. Aussi, trop nombreux, trop dépensiers, empêcheurs de tourner en rond pour un président qui voulait tout régenter, avant d'assister à une marche arrière toute, qui n'a eu qu'un but en fait, utiliser les maires comme bouclier contre la colère des Français. Personne n'a été dupe de cette grossière manœuvre. La câlinothérapie après balance ton maire. Avouez que ça ne sonnait pas très juste, Monsieur le Premier ministre. Cette tactique a été habile, mais absolument pas sincère. Il ne s'agissait que de gagner du temps. Gagner du temps, c'est la marque de fabrique du grand débat. D'ailleurs, avec votre déclaration, Monsieur le Premier ministre, en ne disant rien, en n'annonçant rien, vous avez contribué à allonger le débat et à gagner du temps. Là encore, tout le monde a vu votre jeu. Qui peut nier que vous avez parié sur le pourrissement du mouvement des Gilets jaunes, qui a été encouragé notamment au cours des premières semaines et qui a débouché sur la situation que l'on a connue le 1er décembre et le 16 mars, une faillite totale de l'autorité de l'État. Des scènes. Merci. Des scènes inimaginables au cœur de Paris, qui ont abouti au limogeage d'un préfet de police qui n'a eu qu'un tort, obéir aux ordres imprécis d'un ministre qui lui a sauvé sa tête.
Ah, elle est belle, la République des fusibles. On pouvait se gausser de la République des fusibles, comme le faisait le président de la République. C'est une honte, d'autant plus vive que tout le monde sait que le préfet Delpech est une victime collatérale de l'affaire Benalla. Après le général De Villiers, ce préfet est la seconde victime expiatoire d'un président gonflé de vanité et de morgue. Aucun président avant M. Macron n'a mis le pays dans une telle situation. Pour tenter de sauver ce qu'il est encore possible de sauver, le président a souhaité organiser un grand débat avec les Français, faisant mine d'oublier que son élection vient d'avoir lieu. En vérité, le contrat qui le lie aux Français, celui de son élection, est un contrat qui est totalement déchiré aujourd'hui. Ce n'est plus réellement d'un débat dont le pays aurait en réalité besoin, mais ce serait d'une nouvelle élection. Pourquoi une élection? Simplement parce qu'en démocratie, l'élection est le seul juge de paix pour s'assurer de la légitimité d'un gouvernement. Mais vous avez choisi, Monsieur le Premier ministre, et le Président avec vous, une autre voie, habile et sinueuse, la voie de la délibération permanente pour brouiller les pistes, reprendre de l'oxygène, gagner du temps et, plus grave, tenter d'enjamber finalement les élections européennes. Il y a beaucoup à dire sur les conditions d'organisation de ce débat. On se rappelle de la démission fracassante de la présidente de la Commission nationale du débat public, qui a contesté le rôle joué par le gouvernement. Elle dénonçait le manque de neutralité. Pour une fois qu'elle avait raison. Mais des garants ont donc été appelés à la rescousse pour donner l'illusion de cette neutralité. Que dire aussi de votre décision de réduire le champ du débat à 4 thèmes? 4 thèmes importants, mais des sujets majeurs de préoccupation des Français ont été mis sous le tapis. C'est vrai de la sécurité, alors que la délinquance, petite et grande, pourrit le quotidien des Français et que des quartiers entiers, comme l'a reconnu votre ancien ministre de l'Intérieur, sont en véritable sécession républicaine. On a finalement bien compris que vous vouliez faire l'impasse sur ce sujet pour une raison simple. Vous ne voulez pas assumer la continuité délétère de votre politique judiciaire avec celle de M. Hollande et de Mme Taubira. Or, la réalité, c'est que vous êtes bien dans cette continuité. Rien non plus dans ce débat sur les sujets au cœur du pacte républicain. La lutte contre le communautarisme, qui est un poison pour la République française. L'ambiguïté du président de la République et d'un grand nombre de vos ministres sur la laïcité devient insupportable. Est-ce que nous sommes capables de revenir à l'essence de la loi de 1905? Sommes-nous capables, collectivement, d'assurer que les valeurs de la République, la liberté de conscience, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'héritage culturel de la France soient respectés dans nos écoles, dans nos hôpitaux et dans l'espace public? Pensez-vous que les dérives de l'islamisme radical puissent être contenues? C'est ce qui nous sépare avec vous, parce que nous pensons, nous, qu'il faut les combattre avec la première force, car peut-être qu'il sera bientôt trop tard. Ce débat était l'occasion de poser cette question sans tabou. Cela restera une occasion manquée. C'est le grand paradoxe de ce débat. Il devait être national, ce qui aurait dû autoriser à parler franchement de la nation, de sa cohésion, de ce qu'il faut respecter pour devenir français, l'héritage historique, culturel et républicain de la France. Nous savons que, pour vous, la maîtrise ferme de l'immigration et le retour aux sources d'une politique républicaine d'intégration qui n'a pas peur de l'assimilation sont des tabous. Vous avez tort et nous regrettons profondément que vous ne soyez pas venu sur ce sujet majeur pour le pays et que ce sujet ait été exclu du débat parce que votre gouvernement, en réalité, et votre majorité sont mal à l'aise, sont divisés et sont très ambigus sur cette question. Non, non. Si vous m'avez écouté, vous avez compris que je ne l'étais pas du tout. Le débat national est donc marqué par ses vices de conception. C'est déjà beaucoup. Mais rien au regard de ce qu'il a d'abord été, c'est-à-dire un débat de Macron pour Macron, lui servant en réalité uniquement à se mettre en scène. Reconnaissez avec nous que vous avez souffert, Monsieur le Premier ministre, des interminables monologues présidentiels qui ont donné le tournis. C'était l'objectif et de ce point de vue, c'est plutôt réussi. Vous avez tiré sur la ficelle du grand débat autant que vous avez pu.
Mais le sablier s'est vidé et vous êtes aujourd'hui au pied du mur. Vous êtes au pied du mur car votre bilan économique et social est mauvais, très mauvais. Beaucoup de commentateurs continuent pourtant de défendre la thèse incongrue d'un gouvernement qui aurait beaucoup réformé et qui aurait fait voter des réformes dont la droite aurait rêvé. Mais après 2 ans d'exercice du pouvoir, il est temps et grand temps de tordre le cou à ce débat, à ce canard. Nous n'avons jamais rêvé, nous, de la hausse de la CSG pour les retraités. Nous n'avons jamais rêvé d'un matraquage fiscal sans précédent. Des taxes, toujours des taxes, sur l'essence, sur l'électricité et sur bien d'autres sujets. Vous venez peut-être de la droite, Monsieur le Premier ministre, et je dis peut-être, mais vous êtes parti bien à gauche, dans une majorité qui a son centre de gravité au Parti socialiste. J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs gauches. La preuve, c'est le temps que vous avez mis à reprendre la loi anti-casseurs votée au Sénat. S'il vous plaît. Une loi, Monsieur le Premier ministre, que vous auriez été incapable de faire voter par votre majorité sans l'appui de notre groupe. La preuve, c'est aussi qu'il y a eu en 2 ans, en tout et pour tout, 2 demi-réformes. Les ordonnances sur le travail qui n'ont rien apporté sur les questions cruciales du temps de travail et du coût du travail, et la réforme de la SNCF dont on n'a pas encore vu ce qu'elle change réellement. Vous réformez beaucoup dans les discours, mais beaucoup moins dans l'action. Le pays est à l'arrêt depuis 5 mois. Nous ne voyons rien venir de très clair, ni sur les retraites, ni sur l'assurance chômage, ni sur les dépenses publiques, ni sur la fiscalité. Un mot sur les retraites, pour que les choses soient bien claires. Sachez que nous ne serons pas d'une réforme des retraites qui fera baisser le montant des pensions et qui s'attaquera aux droits familiaux et aux pensions de réversion. Les retraités et les familles ont payé un tribut très lourd à votre politique fiscale. Vous avez fait suffisamment de dégâts avec la CSG, la désindexation des retraites, alors par pitié, n'en rajoutez plus, Monsieur le Premier ministre. Cinq chiffres, oh, attendez, vous n'allez pas être déçus. 5 chiffres illustrent l'échec de votre gouvernement. Pour celles et ceux qui ont encore un doute et qui ne veulent pas entendre que Macron, c'est finalement Hollande en pire, 5 chiffres vont être un choc. Tout d'abord, sur la dépense publique, en dépassant la Finlande, la France est devenue championne d'Europe avec 56,5% du PIB, soit 10 points de plus que la moyenne européenne. 1 330 milliards de dépenses, ce qui représente 57 milliards de plus en 2 ans. Le record de François Hollande, qui était de 37 milliards en 2 ans, est totalement pulvérisé. Macron, c'est plus de dépenses publiques qu'Hollande, quand je vous disais qu'il était socialiste. Le taux des prélèvements obligatoires a atteint 45,3. Mon cher collègue, je ne connais pas votre nom, mais si vous voulez intervenir, dites-le. Demandez au président. Laissez continuer. Personne n'est obligé d'imiter personne. Tout le monde doit écouter les orateurs. Ça vaut pour vous aussi. Le taux, attendez avec bonheur le deuxième chiffre, le taux des prélèvements obligatoires a atteint 45,3%, c'est 1 point de plus, là aussi, qu'avec Hollande, qui était pourtant champion toute catégorie de l'impôt. Et dans ce contexte, lorsque les Français ont entendu hier, vous avez entendu hier, Monsieur le Premier ministre, décréter l'état d'urgence fiscale, ils peuvent légitimement se demander si c'était un trait d'humour ou si vous vous moquez ouvertement d'eux. Vous allez ce soir, votre ministre de l'économie, à cette tribune, à ce micro, va proposer à notre Assemblée, et votre majorité va le voter, 3 points de plus d'augmentation de l'IS, après avoir décrété l'urgence fiscale. Concrètement, de qui vous moquez-vous? De qui vous moquez-vous? Le déficit public, maintenant, il se creuse pour la première fois depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Pire déficit de la zone euro, 2,5% du PIB en 2018. Et pour 2019, c'est le grand brouillard.
D'ailleurs, aucun projet de loi de finances rectificative n'a été voté après le plan de 10 milliards d'euros du mois de décembre. Là encore, quel manque de respect pour notre Parlement. Et on nous annonce 3,2 de déficit. Mais comment vous faire confiance, Monsieur le Premier ministre? La dette maintenant. La dette, elle va atteindre 100% du PIB en 2019. Plus de 2 300 milliards d'euros. Là aussi, les records de François Hollande sont pulvérisés. Et enfin, le déficit commercial a atteint 60 milliards d'euros en 2018 contre 42 en 2015. Seul le Royaume-Uni a réussi à faire pire. Et pendant ce temps, vous nous expliquez que la France est plus attractive et que nos entreprises retrouvent de la compétitivité. Mais soyez sérieux, Monsieur le Premier ministre. Ces résultats, vous voyez, ce ne sont pas des indicateurs, mais des preuves. C'est le signe du zéro réforme. Rien contre le matraquage fiscal, rien pour juguler les dépenses publiques, rien en vérité non plus pour améliorer la compétitivité de nos entreprises. Vous pouvez, pour vous disculper, tenter d'expliquer que c'est un échec, et vous l'avez fait d'ailleurs, que l'échec est collectif. Mais nous refusons cette facilité, car enfin, nous ne gouvernons pas avec vous. C'est vous, et vous seul, qui êtes aux manettes, d'ailleurs avec un sectarisme que l'on n'a jamais connu ou rarement connu. Le président de la République est entré à l'Élysée en 2012 avec François Hollande. Il est devenu ministre de l'économie, puis président de la République. Depuis 7 ans maintenant, 7 ans, il inspire la politique économique et sociale française. Nous pensons que c'est assez pour tirer un premier bilan de son action. C'est sur ce terrain que nous vous attendons et que les Français vous attendent. Je vois bien la tentation que vous pourriez avoir de déplacer le débat sur des sujets institutionnels, sur les modes de scrutin, sur de grandes questions qui pourraient être intéressantes, mais qui ne sont pas au cœur des préoccupations des Français. Nous vous attendons sur 2 sujets simples, le pouvoir d'achat et leur vie quotidienne. Parce que, écoutez, on a écouté pendant une demi-heure, même davantage, votre président de groupe, j'avoue que sur les propositions, on est resté un peu sec. Parce que, avec vous, depuis 2 ans, la montagne a accouché d'une souris. Nous ne vous jugerons pas sur vos discours, ni sur le vôtre d'aujourd'hui, ni sur celui d'hier, ni sur ceux du président de la République, dont il s'enivre à chaque fois pensant qu'un discours vaut une réforme. De ce point de vue, les signes ne sont pas encourageants. Jeudi dernier, tous les chiffres que je vous ai cités, mon cher collègue, viennent de l'OCDE. Je vous invite à les vérifier. Jeudi dernier, en plein grand débat à l'Assemblée, vous avez balayé d'un revers de main notre proposition de loi sur le pouvoir d'achat. Nous avons proposé l'annulation pour tous les retraités de la hausse de la CSG, la réindexation des pensions et des allocations familiales sur l'inflation, la baisse de 10% sur l'impôt sur le revenu et le retour au niveau de 2012 du quotient familial. Et nous avons proposé depuis bien longtemps le financement par 20 milliards de baisse des dépenses publiques. Simplement, vous êtes tellement pleutre sur ce sujet que vous refusez le débat. Vous vous cachez derrière une motion de procédure. Vous n'avez pas le courage du débat. Le débat vous fait peur, vous inquiète. Et c'est ça qui vous rend fragile aujourd'hui. C'est pour ça, Monsieur le ministre, vous n'avez pas à prendre la parole ici. Ou alors vous la demandez au président. Vous n'êtes pas là pour faire des réflexions. Vous êtes là à la disposition de l'Assemblée. Parfaitement. S'il vous plaît, on ne s'interpelle pas, on continue. Dans cette voie, il faut encourager pour provoquer un choc de confiance. Il faut vous engager à engager ce choc de confiance, Monsieur le Premier ministre. Les Français sont asphyxiés de prélèvements. Ils veulent une rupture du tout impôt. Mais mes chers collègues, dites à ce collègue-là, il faudrait me donner son nom, qu'il arrête d'aboyer et qu'il prenne un micro. Si vous aviez quelque chose à dire, ce serait intéressant de vous entendre. Monsieur Jacob, ici, je m'occupe de la police des débats et vous n'êtes pas en reste. Et lui, je l'ai à l'œil comme les autres. Continuez. Je cherchais à vous aider, Monsieur le Président. Merci de votre aide, Président Jacob. Mais Erwan, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Balanon. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Si dans vos Monsieur Stroman. Monsieur le Premier ministre,
Si dans vos décisions budgétaires, vous empruntez ce chemin, vous irez dans la bonne direction, celle que les Français réclament, celle où le travail, la liberté d'entreprise, l'envie de produire de la richesse sont encouragés. Reste, pour prendre la mesure de la crise actuelle, à répondre également à l'attente de considération et d'équité des Français, où qu'ils vivent sur le territoire national. La France s'est bâtie sur la promesse républicaine d'équilibre, d'aménagement et d'équité territoriale. Depuis... Non mais, monsieur Stroman, vous n'allez pas vous y mettre non plus. Attendez, on va pas faire l'Alsace et la Bretagne en même temps. Restez calme. Seul monsieur Jacob a la parole. Depuis 2 ans, vous avez mené une politique dans laquelle la France des territoires ne s'est pas retrouvée. Pire, elle s'est sentie oubliée et très souvent humiliée, monsieur le Premier ministre. Tous les Français ne vivent pas et n'aspirent pas à vivre dans les grandes métropoles. Ils demandent une chose simple, à laquelle ils ont droit, parce qu'ils ne sont pas des Français de seconde zone. Ils demandent l'égalité de traitement dans l'accès aux services publics. Ce doit être une grande priorité nationale. Si nous ne voulons pas que l'harmonie du pays, son équilibre, sa cohésion, patiemment bâtie par des générations passées, s'évanouissent. C'est maintenant que cela se joue. Après, il sera sans doute trop tard. Cela signifie que d'abord, il faut réinvestir dans des services publics de proximité. Un bouclier territorial avec des élus de proximité auxquels on donne les moyens d'agir. Si vous répondez à la crise actuelle par moins d'élus, ou pire, par des élus sans ancrage territorial, vous amplifierez la défiance. De grâce, n'opposez pas les Français à leurs élus par pure démagogie. Vous n'y gagnerez rien. Nous avons besoin d'élus municipaux, départementaux, régionaux pour mailler notre territoire et pour faire vivre la démocratie de proximité. Des élus responsables, avec de vrais budgets, avec de vraies ressources, pour faire vivre la décentralisation au bénéfice de nos habitants. Des élus de France attendent ce signe d'espoir. Réinventer le pacte territorial au-delà des grandes déclarations de principe. Cela veut dire clairement qu'il faut des hôpitaux de proximité et que des hôpitaux de proximité sans chirurgie, ça n'est pas possible. C'est dire que des centaines et des centaines de fermetures de classes en zone rurale, des lycées privés de certaines spécialités, ça n'est plus tenable. C'est dire que les fermetures de maternités à grande échelle, c'est un déclassement des territoires. Monsieur le Premier ministre, la France a besoin de respirer. Les Français, ceux qui ont travaillé et qui veulent pouvoir simplement profiter de leur retraite, aider les leurs. Ceux qui travaillent dur pour élever leurs enfants nous ont adressé un message clair. Nous avons tous reçu ce message 5 sur 5 et nous pensons qu'en définitive, leurs attentes sont au cœur des valeurs que nous portons et du projet politique qui est celui de notre mouvement Les Républicains et de notre groupe parlementaire. Vous êtes aujourd'hui aux responsabilités. C'est à vous de répondre aux défis qu'ils ont lancés à leurs dirigeants. Ce défi, c'est celui du modèle social et économique, plus libre, avec moins d'impôts et davantage de pouvoirs locaux. C'est autour de ce trépied que les solutions d'avenir doivent être construites. Si ce débat débouche sur ces solutions, alors il aura servi à quelque chose. Il aura servi à fortifier la France, car lorsque l'on fait abstraction du reste, c'est ce qui nous anime par-dessus tout. Sinon, le pire est devant vous et cela risque de très mal se terminer. Merci. Merci, Monsieur le Président Jacob.